De retour pour cette 9e édition des grandes tendances de la e-santé avec un sujet qui est confirmé, celui de la place des patients. Pour cela, nous accueillons donc Anne-Sophie Joly. Vous êtes la présidente fondatrice et bien sûr patiente du CNAO. Vous allez nous expliquer le rôle de ce collectif. Également Claire Portefeuille, vous êtes la présidente, la dirigeante de la BU Prescription à Viatris France, et également Isabelle Laforgue, vous êtes directrice digitale, transformation et innovation d'AstraZeneca. Et enfin, Guillaume Gault, vous êtes le président fondateur d'une très belle start-up Continuum Plus, où le rôle du patient, on va le voir, est central. Oui, on en parle tout de suite. Alors vous l'avez vu, c'est l'un des fils rouges, le rôle du patient, son implication. Du coup, je me tourne tout de suite vers vous, Anne-Sophie Joly. Alors, dans une des tables rondes qui a précédé, Axel Lagarde nous expliquait ce matin que les patients étaient finalement demandeurs pour être davantage impliqués, en recherche notamment. On l'a vu sur le partage des données. Quel rôle peuvent jouer les patients justement dans l'innovation en santé aujourd'hui ? Alors merci, bonjour à tous. Avant de commencer la table ronde, on s'était dit avec Isabelle qu'on allait faire un truc. On parle de e-santé, mais on parle de santé, et nous, on a la chance d'avoir nos jambes pour faire l'introduction tout à l'heure. Je voudrais savoir si vous étiez d'accord pour faire une rupture des sédentarités et vous mettre tous debout. Parce que finalement, c'est quoi la santé ? C'est déjà commencer par être debout. Donc voilà, merci. Du bien. Donc merci à vous. Merci à ceux aussi qui sont derrière leur écran. La rupture de sédentarité fonctionne aussi. Ça montre qu'effectivement, on a la chance d'être vivant et ça va être prolongé par effectivement la e-santé. Et là-dessus, j'ai envie de dire, c'était un peu comme l'arrivée de l'électricité. Les gens avaient peur finalement de l'arrivée de l'électricité alors qu'on était tous avec nos chandelles. Et ils se disaient non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, c'est comment finalement cette e-santé peut être vulgarisée, peut être captivée, peut être utilisée de la part de finalement monsieur et madame tout le monde. Et ce monsieur et madame tout le monde, ça va aussi au fin fond du Larzac et de la Bretagne. Et c'est comme ça qu'on pourra finalement mettre en avant l'intérêt de l'observance et de l'utilisation de la e-santé, parce que finalement, les personnes verront un intérêt de proximité immédiat pour eux. Et dans ce sens-là, c'est hyper important. Et c'est là où j'invite, effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure, le fait qu'il faut, Yaka Faucon, on est bien d'accord, idéalement inclure dès la fabrication des outils, finalement l'attente des patients. Et l'attente des patients n'est pas nécessairement celle des professionnels de santé. Et ça, c'est hyper important. Claire, dans cette même démarche que vient de souligner Anne-Sophie sur la prise en compte en fait, des besoins, des attentes des patients, vous avez toujours à cœur en fait, d'avoir cette démarche un peu de co-construction que vous faites également aussi avec un écosystème que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les initiatives que vous avez lancées au sein de Viatris pour apporter, en fait, diffuser ces innovations auprès des patients ? Avec plaisir. Chez Viatris, on a une obsession, c'est l'utilité. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment, dans la e-santé, on applique cette obsession de l'utilité. En fait, on a voulu concrètement aller apporter au plus près des patients des solutions de e-santé. Et comment on les a apportées ? En concluant des accords avec des startups qui étaient déjà très avancées, qui avaient déjà des solutions prêtes à être offertes et fournies aux patients. Donc, on travaille avec une solution de télésurveillance en insuffisance cardiaque sévère. On travaille avec un petit robot qui s'appelle Joe, et je pense qu'à un moment ou un autre, vous allez le voir derrière moi, donc d'une start-up Ludocare, et on travaille avec Bliss, un casque de solutions digitales. Et comment, pour répondre à ta question, Jérôme, à votre question, Jérôme, à ta question, on se tutoie, comme tout le monde ici, tutoie Jérôme. C'est comme à la télévision. Pour répondre à ta question sur l'utilité, en fait, l'intérêt d'apporter par le biais de nos délégués médicaux ces solutions aux médecins, à chaque médecin sur le Larzac et en Bretagne, mais partout ailleurs, ça nous permet d'avoir des retours sur
comment c'est merveilleux d'être accompagné en plus de nos molécules par des solutions digitales. Et j'ai envie de vous donner des exemples. En parlant de, par exemple, Joe, le petit robot, ça y est, vous le voyez derrière moi. En parlant de Joe, c'est un petit robot qui apprend aux petits patients à qui on diagnostique un asthme sévère à être compliant dans la prise en charge de son traitement, c'est-à-dire à être sûr qu'il prend bien son traitement et à éviter les exacerbations de la maladie et donc les hospitalisations. Et c'est un investissement pour la vie. Et en fait, l'usage et la façon dont on a de travailler avec Ludocare, ça nous permet d'avoir du feedback du terrain, d'avoir des retours des médecins, des retours des patients et des retours dans le cadre de Joe et de Ludocare, des accompagnants pour continuer à améliorer la solution et à apporter le meilleur service aux patients. Je rajoute un exemple avec Bliss, parce que Bliss, qui est un casque de sédation digitale, permet aux patients de subir des actes de soins avant le soin, de préparation, pendant le soin ou après le soin. Donc ça peut être des pansements douloureux, des mobilisations pour des patients hyperalgiques, ça peut être des postes de PAC, ça peut être des ponctions lombaires. Et ces actes, pour ceux qui n'en ont jamais subi, sont plus ou moins sédatés. C'est-à-dire que ça peut être fait sans aucun accompagnement sur la sédation. Et c'est vrai que quand les patients ont la chance d'utiliser Bliss, ils disent que c'est incroyable. Et dernier exemple, je vois à tes yeux qu'il faut que je me dépêche. On a aussi essayé Bliss. On a aussi essayé Bliss avec des patients qui ont une insuffisance rénale et qui sont en dialyse. Donc, dialyse est un moment douloureux et un moment répétitif. Et quand ils utilisent Bliss, donc c'est des gens qui ont une expérience avant, une expérience de Bliss, ils disent qu'ils veulent l'utiliser toujours. Et il y a même des patients qui disent je veux l'acheter. Et on parlera du financement au deuxième tour. Non, mais je vous regardais parce que je pense qu'en vous écoutant sur les retours patients et l'interaction, de ne pas hésiter sur le hashtag e-santé25. C'est aussi un peu le but de l'événement. C'est partager aussi ces retours d'expérience, ces points de vue, le fait de se faire lever, qui était une très bonne idée. C'était une petite surprise, c'est sympa. Oui, c'était bien. Merci beaucoup Guillaume. Je me tourne à présent vers vous. On va parler effectivement de l'implication des patients et dans un traitement, on sait que, notamment dans les traitements lourds en cancérologie, l'enjeu des premiers mois est crucial. Donc, comment faire pour accompagner tout de suite les patients et faciliter cette adhésion thérapeutique ? Bien, merci de me donner la parole, merci pour l'invitation. Donc, Guillaume Gault, je suis pharmacien de formation, je suis le fondateur de Continuum Plus. Et on propose une solution de télésurveillance médicale, en effet, en oncologie, dans l'instauration des traitements. Et le point de départ de l'aventure de Continuum Plus, ce sont les patients. Ce ne sont pas les professionnels de santé qui sont venus nous chercher, c'est les patients qui nous ont dit « Voilà, aujourd'hui, il y a une problématique pour prendre son traitement en sécurité au domicile. » Et donc, on est parti de constats qui ont été aussi réalisés à cette époque. Cancéradome, je ne sais pas si ça rappelle des choses, c'était une initiative qui était réalisée par la DGS avec un collectif d'associations. Et quand on est tombé sur ce travail qui avait impliqué des chercheurs en sciences sociales, c'était pas fréquent, et bien on a vu qu'il y avait deux problématiques qui ressortaient. C'était un, l'isolement, et deux, la gestion anticipée des événements indésirables qui sont liés au traitement anticancéreux au moment de l'instauration. Et donc on est allé travailler auprès d'eux, et puis il s'est trouvé qu'il y a eu un défi de santé numérique qui était très bien organisé à ce moment-là sur ce sujet, où étaient des associations de patients. On a été le coup de cœur du jury, on est parti avec eux et on a co-construit. Et la co-construction, donc elle partait sur l'identification des besoins et ensuite sur comment on allait finalement mettre en œuvre cette surveillance des traitements. Et donc on est parti tout de suite sur, c'est bien le numérique, mais numérique humanisé, c'est mieux. Et il faut que vous proposiez des solutions qui conviennent aux plus vulnérables, aux gens qui ont des vulnérabilités sociales, psychologiques. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas laisser de côté des patients. Et on est parti de cette population.
Et ensuite, on a élargi. Et en prenant en soin cette population, on a co-construit une solution avec les professionnels de santé, parce que les professionnels de santé, ils ont écouté. Et ils se sont dit, voilà, comment on peut mettre finalement les patients en sécurité en faisant intervenir des professionnels de santé de proximité. L'infirmière libérale, le pharmacien d'officine. Et ne pas laisser le patient dans un colloque singulier avec son application tout seul. Et ça, c'était pour moi la façon de rompre finalement, de craquer ce sujet qui est la relation hôpital-ville. Et on parle tout le temps de la relation hôpital-ville. Bien là, on avait un exemple qu'on pouvait relier l'hôpital, la ville et le domicile à travers une solution organisationnelle d'abord, avant d'être une solution numérique. Et on a mis le numérique au service de la solution. Et après, bon, je vous raconterai la suite, mais la télésurveillance s'est invitée, Pécan, etc. Et on est devenu une solution numérique, je dirais, comme les autres, même s'il n'y en a que 2 actuellement sur le marché en oncologie. Mais voilà, on est parti de ce point de départ et ça change tout. L'ADN de Continuum Plus, ce sont les patients. Et Guillaume, c'est passionnant et quand vous évoquez le sujet que le point de vue a changé, c'est le point que vous partagez avec Isabelle, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'on a la chance de vous avoir pour partager une double vision, celle de la femme ingénieure, la scientifique et qui apprécie la data, mais aussi l'acteur qui maintenant aujourd'hui au niveau d'AstraZeneca utilise beaucoup le numérique. Et entre eux, il y a 3-4 ans et maintenant, la vision a un peu évolué. Est-ce que vous pouvez nous la partager ? Exactement, la vision a un peu évolué. Alors, nous, chez AstraZeneca, on a accompagné une quarantaine de startups numériques, donc ça commence à nous faire un petit bac à sable de connaissances. Et j'ai commencé, moi, en 2019 à travailler sur les solutions numériques, sur la technologie en santé. Et alors en 2019, je vous aurais dit, en fait, l'équation phare pour que ça décolle, c'est l'IA pour le patient, c'est de la data, on en a parlé, de la data et un algorithme. Et une belle science de la technologie, de la donnée en quantité, en qualité. Et on sait que l'accessibilité, c'est un sujet. Et des bons data scientists qui nous font des mathématiques remarquables. Et avec là, ça va rouler, ça marche. Et donc aujourd'hui, en 2025, presque 6 ans plus tard, je vous dirais qu'en fait, ça ne suffit pas. Je pense qu'on s'en doute un peu tous. Je pense que j'aurais pu m'en douter. Parce que moi, je viens des télécoms. Dans les télécoms, on a vu aussi des technologies formidables. Je pense que vous avez tous le petit objet noir au fond de votre poche qui en témoigne. Mais on a eu aussi des technologies dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui nous ont tous excités. Moi, en 2006, je me suis excitée sur un truc qui s'appelait le WiMAX. W-I-M-A-X, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Voilà, technologiquement, c'était super. Et donc aujourd'hui, l'équation, il faut toujours cette donnée, c'est l'énergie de base de cette mathématique, de cet algorithme, mais il faut un usage. Pour qu'il se passe quelque chose dans la vie du patient, il faut un usage à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être encore plus vrai dans le domaine de la santé, dans cet écosystème soignant, professionnel santé, système de soins. Moi, mon analyse, mon parti pris, voilà, ça c'est ma super équation, mais bon. Il est midi 10. Hein. Faites-la tester à ChatGPT, c'est ça? Je la ferai tester à ChatGPT. ChatGPT. Non, du coup, là où je voulais en venir, c'est que moi, mon constat quand même, c'est que ces technologies, elles se mettent lentement en place dans notre système de santé. Et pour avoir vu d'autres environnements économiques, industriels, il y a des endroits où c'est plus rapide. Alors, une des clés, moi, que je donne des raisons de ce constat, c'est l'acculturation des professionnels de santé. On a des professionnels de santé, les médecins, mais aussi tout le corps soignant qui est formé aux soins, qui est formé aux molécules, qui est formé aux médicaments, qui est formé à des protocoles. Et puis alors, les solutions numériques, on leur donne en se disant que bon, finalement, le téléphone, on a réussi à s'en saisir tout seul, mais pour moi, ce n'est pas vrai. Pour moi, il y a quand même, surtout quand nous, on a testé beaucoup de solutions autour du dépistage, du diagnostic, il y a une nécessité quand même d'expliquer, d'accompagner. Nous, chez AstraZeneca, on a voulu vraiment illustrer ça et accompagner ça avec des conférences dans lesquelles on met des mathématiciens et des médecins qui s'appellent Parlons IA, qui est plutôt sur la décision accompagnée par l'intelligence artificielle en pneumologie. Et donc, moi, une de mes convictions, c'est qu'on en a un peu parlé ce matin, il y a un sujet sur la formation des professionnels de santé à ces nouvelles technologies pour qu'ils se les approprient au même titre dans le parcours de soins qu'ils s'approprient le reste du dispositif médical pour les patients.
Voilà. Et donc beaucoup autour de la culturation, beaucoup autour de l'usage aussi. On teste aussi l'usage. Une des dernières solutions qu'on est en train de tester, c'est de la spirométrie accompagnée par intelligence artificielle, à pouvoir justement comment le médecin peut se saisir de tout ça. La techno, elle marche. Le sujet, vraiment, c'est pas la techno. Le sujet, c'est la data et l'usage. Merci Isabelle. Alors Anne-Sophie, on continue avec vous sur les usages. Je sais que voilà, vous avez pas mal de projets, pas mal de discussions aujourd'hui pour faire évoluer en fait, ces pratiques. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les initiatives en cours et en quoi voilà, celui du numérique peut être important pour les patients et patientes? Alors, dans l'obésité, c'est 19 pathologies associées. Le Covid a été la 19e. Et en fait, là, on est en France aujourd'hui 10 millions d'obèses. Et je ne parle pas de surpoids. Et l'OMS nous dit, demain, en 2030, vous ne serez plus 10 millions, vous ne serez plus 17%, vous serez 29%. C'est-à-dire qu'à ça, vous cumulez aussi les pathologies associées qui vont avec. Je rappelle, 18, Covid-19. C'est-à-dire comment la data peut en fait être un outil de la gestion des pathologies chroniques au quotidien. Parce qu'en fait, le système de santé a été fait pour gérer de l'épisode aigu. Or, on se retrouve aujourd'hui à gérer finalement de la chronicité. Et petit sujet au passage, on parlait de formation au cursus initial. L'obésité n'est pas formée en cursus initial. Juste un petit sujet. Comment on peut finalement, au travers de la e-santé, faire que le patient puisse avoir une observance de ces multiples pathologies chroniques, en sachant que dedans, on parlait des reins tout à l'heure, mais le rein, le foie, qui sont des organes sourds. Comment on peut anticiper finalement des crises? Comment on peut récupérer? On parlait de données, comment ces données peuvent être récupérées, faire en sorte que finalement il n'y ait pas d'aggravation du patient lui-même. Et au-delà de ça, moi ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que finalement la e-santé puisse faire de la prévention, de l'information, faire en sorte que finalement l'état de santé de la population générale, qu'importe les pathologies, ne s'aggrave pas. Parce qu'il est là aussi l'enjeu, c'est qu'on va vivre de plus en plus vieux, pour certains, mais dans quelles conditions? Avec quelles maladies? Avec combien de maladies? Et en fait, là, on a des outils, comment ils peuvent être très pratico-pratiques pour nous, individuellement, continuer à vivre en bonne santé le plus longtemps possible, et surtout penser à nos enfants. Et je rappelle que sur les enfants, on a des enfants qui... à 9 ans, ont déjà des NASH, des stéatoses hépatiques non alcooliques. C'est des choses qu'on voit chez des adultes qui ont des diabètes type 2. On sait que ces enfants-là, je suis désolée, sont crucifiés d'entrée de jeu. C'est intolérable. Donc comment on peut faire en sorte, comment les savoirs et les compétences de chacun peuvent aller encore plus loin, finalement. Et vous avez tous des cerveaux qui sont très bien faits. Moi, je vous dis, mais allez plus loin, finalement, que vos propres limites, dans l'intérêt de la population générale. On le voit bien en vous écoutant, il y a encore de nombreux défis qui se posent pour les prochaines années oui. en termes de patients. Il y en a d'autres. Claire Portefait, quand on a préparé cette table ronde, m'expliquiez qu'il y avait une difficulté en e-santé selon vous. C'était que les solutions d'accompagnement des patients portaient surtout sur de la télésurveillance finalement. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être expliquer un petit peu quels sont les défis que vous identifiez pour développer les usages? Alors, en fait, je pense que mon propos, il était surtout de dire qu'aujourd'hui, la télésurveillance, on a la chance en France d'avoir des solutions de télésurveillance et d'accompagnement des patients qui sont prises en charge, qui ont d'abord été prises en charge par un programme d'expérimentation qui s'appelait s'appelait ETAP, puis par le passage en droit commun des pathologies qui étaient incluses dans le programme ETAP. Et aujourd'hui, avec Pécan, les seules solutions digitales que nous voyons sortir et financer sont des solutions de télésurveillance. Donc, je pense qu'on peut être super fiers et très, très, très heureux d'avoir ce développement de la télésurveillance, mais la santé digitale, c'est une partie de télésurveillance et une partie de solutions de santé digitale. Et j'ai un peu envie de dire,
Il y a 700 personnes ou 600 personnes dans la salle, pas mal de gens connectés, mais il y a surtout un éléphant avec nous, quelque part, qui est comment sont financées concrètement les solutions de santé digitale. Comment des dossiers qui ont passé ce que M. Collet nous a suggéré tout à l'heure, tous les rendez-vous successifs avec des validations successives, n'arrivent pas à sortir n'arrivent pas à obtenir d'accès précoce. Alors peut-être qu'il faut aller directement dans le droit commun, peut-être qu'il faut imaginer d'autres choses, mais concrètement aujourd'hui, les solutions, on peut j'ai envie de dire, gargariser de l'importance d'une solution digitale. Je crois fermement, et chez Viatris, on croit fermement que demain, nous serons tous soignés avec des molécules et des solutions digitales, mais pour l'instant, c'est de la pensée pieuse, en fait. C'est de l'espoir. Je pense aussi, comme vous, que tout ce qui est prévention est un champ qui sera beaucoup aidé par les solutions digitales, mais une fois qu'on a dit ça, il faut trouver des sous. Le Français a la chance d'être accompagné ou d'avoir vécu ou d'avoir grandi dans un système de santé qui prend tout en charge. C'est une énorme chance. Et donc ne sait pas faire du out of pocket, ne sait pas bien sortir de l'argent de sa poche quand ça peut l'aider. Donc il faut vraiment qu'on avance et pour moi, 2025, c'est l'année cruciale. C'est l'année cruciale pour savoir si on arrive à sortir des solutions digitales à grande échelle et pas seulement des pilotes, des POC, des investissements et pas seulement ça. Et encore une fois, Guillaume, je parle pas de télésurveillance parce qu'on a vraiment la chance d'avoir un modèle qui, quand les solutions sont valides et valables, est accessible, peut-être accessible au plus grand nombre. Claire, c'est une double transition que vous nous offrez. La première, c'est que M. Thomas Fatome, directeur général de l'assurance maladie, va intervenir dans quelques minutes puisqu'il doit nous quitter par la suite. Donc je pense que les points que vous venez de développer seront forcément traités. Et puis forcément, Guillaume, c'est la question que j'allais vous poser parce qu'on parle droit commun, on a eu le professeur Collet au niveau de la HAS, on a parlé également de Pécan, l'article 51. Ça change quoi pour une start-up comme la vôtre, comme Continuum Plus, d'avoir ce cadre-là et quel témoignage vous pouvez apporter? Alors, pour la start-up, en effet, on bénéficie d'un cadre qui est, depuis 2023, assez attractif, celui de la télésurveillance médicale, bien que les tarifications peuvent être questionnées, notamment du fait de la dégressivité liée au nombre de patients qui seront pris en charge par la télésurveillance. Parenthèse fermée. Oui, on a la chance. Néanmoins, c'est un parcours du combattant. Et donc, quand on est au Pécan, on n'est pas arrivé. C'est une prise en charge anticipée. Donc, merci aux équipes de Genius pour nous aider dans ce parcours. Mais il faut après, je dirais, valider par une LATM, donc une prise en charge durable, cette prise en charge anticipée. Et il faut l'obtenir aussi. Et ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faut que vous montriez quelque chose par rapport à ceux qui y sont déjà passés. Donc si vous n'apportez pas quelque chose, en l'occurrence nous on a apporté le fait qu'on puisse impliquer des patients et des professionnels de santé, des infirmières et des pharmaciens, mais néanmoins le cadre de remboursement il n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seule la télésurveillance, ce que j'appelle de colloque singulier, est remboursée. C'est-à-dire le patient complète, mais si c'est une infirmière ou si c'est un pharmacien, ça n'est pas possible. Et c'est pour cela que nous on a travaillé sur un deuxième volet qui est le 51. Donc, c'est l'innovation organisationnelle, c'est comment une innovation organisationnelle peut aider à l'appropriation finalement de ces dispositifs. Et il se trouve qu'elle avait été lancée avant, et donc c'est capital. Et dans cette mise en place de l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire comment on travaille les différentes parties, comment on met en place des parcours pluriprofessionnels, on a embarqué les patients. C'est-à-dire que les patients sont partie prenante, nous, d'un collectif, d'un consortium d'acteurs qui pilote cet article 51 et qui va donner finalement les orientations pour pouvoir dire « Ok, la télésurveillance médicale, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une organisation qui soit adaptée, il faut qu'il y ait des professionnels de ville qui soient impliqués parce que l'hospitalocentrisme a suffisamment duré. » Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire « Décloisonnons ».
allons auprès des acteurs de ville, ils ne demandent que cela, mais malheureusement, en France, on a une petite tendance à revenir à l'état initial, un peu comme des culbutos, et hop, la télésurveillance médicale, aujourd'hui, elle n'est que hospitalo-centrée. Donc, c'est un problème, et je pense qu'il faut l'adresser à travers des actes, et donc là, je permets d'interpeller Thomas Fatome, sur la prise en charge. Et les professionnels, on l'a testé dans l'article 51, ça fonctionne. Un parcours pluriprofessionnel qui fait intervenir l'hôpital, la ville et le domicile, ça fonctionne. Donc, allons voir les résultats, ils vont être connus là, dans les prochaines semaines. Il y a 2 articles 51 qui traitent de ce sujet en oncologie. Oncolink, qui est porté par Unicancer, et Aquadome Picto, qui est porté par un consortium d'acteurs dont Continuum Plus fait partie, et Patients en réseau, et la F3M, et ELI, qui sont des associations avec lesquelles on travaille. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais mais ça veut dire, Guillaume, que M. Fatome a quoi, 3/4 d'heure, 1 heure, 1h30 pour répondre à toutes les questions? Non, il peut répondre en 2 minutes. Moi, j'ai besoin juste d'un oui. Pourquoi l'HAS donne un avis qui dit l'hétéroévaluation est intéressante, et derrière, l'assurance maladie dit non, on veut qu'une auto-évaluation par le patient. Et ça, pour moi, c'est une incohérence. Très bien, écoutez, merci Guillaume. Merci Guillaume. Et quand même, pour conclure avec vous, Isabelle, il y a une thématique forte qui revient dans les échanges depuis ce matin, qui porte sur le partage des données. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision et peut-être des pistes, des solutions? On a aussi envie d'avoir des solutions. Des solutions, oui, pas uniquement des constats. Alors, effectivement, la donnée dans ma fameuse équation, c'est un des éléments clés. La donnée en quantité, en qualité. On a cette chance dans le secteur de la santé d'être sectoriellement le secteur qui dispose de plus de données, à la fois en qualité et en quantité. Je vous invite juste rapidement à parcourir l'aéronautique, l'automobile, le consumer goods. Il n'y a pas autant de données. On a de l'imagerie, on a du tabulaire. Tout le parcours de soins produit de la donnée en grande quantité. Et vraiment, je pense qu'il faut toucher du doigt qu'on est le secteur qui produit le plus de données et qui donc a le plus de promesses à délivrer par rapport à ça. La réalité, on en a parlé ce matin, c'est que notre donnée aujourd'hui, c'est de la donnée de soins. C'est de la donnée en usage primaire, là où les autres secteurs se sont massivement emparés de l'usage secondaire de la donnée primaire générée dans les opérations. Et donc là-dessus, on n'est pas encore très bon. C'est-à-dire qu'en usage secondaire, on n'est pas encore très bon. Il faut des autorisations, il faut un consentement des patients, c'est vrai. Il faut aussi une disponibilité, et moi c'est plus sur ce volet qui est technologique et organisationnel, pour revenir sur le même sujet, c'est que la donnée elle est extrêmement éclatée. Aujourd'hui, une start-up, en tout cas une équipe de data scientists, de mathématiciens qui a besoin de données pour entraîner ses modèles, c'est compliqué. Arriver à avoir un jeu de données neuf, complet, qui n'a pas encore été exploité pour pouvoir permettre à un algorithme d'aller plus loin que ce qu'il fait habituellement, c'est extrêmement compliqué. La donnée, elle est donc fragmentée, elle n'est pas pensée pour être en usage secondaire. Et donc, on a un sujet collectif, parce que ça, je pense que c'est un sujet qui doit être certainement adressé collectivement avec une part de l'État, de rendre disponible dans des entrepôts, dans des consortiums. Nous, on travaille avec AstraZeneca dans un consortium qui s'appelle Agoria Santé, dans lequel Takeda en a parlé ce matin, parce qu'il est membre également, La Poste aussi, dans lequel on a pour philosophie de dire qu'il y a un maximum d'éléments qu'il faut mutualiser, réglementaires, technologiques, pour pouvoir avoir un endroit dans lequel toute cette donnée est accessible pour ce fameux usage secondaire qui, aujourd'hui, n'est pas du tout à la hauteur de la promesse qu'il pourrait donner. Merci Isabelle. Guillaume, le mot de la fin. Sur ce sujet, il faut travailler avec des consortiums. C'est pas facile, mais c'est la seule façon de pouvoir rassurer à la fois les autorités, à savoir les patients également, mais également les professionnels de santé. Il en existe, il y a le vôtre, il y a celui de la FIAC, qui est la filière intelligence artificielle et cancer, qui est représentée ici, je le sais, j'ai vu Frédéric Collet. Donc oui, il y a des consortiums, et puis il y a des fédérations, comme Unicancer, qui font des choses extrêmement intéressantes sur Oncodata Hub, par exemple, où ils vont beaucoup plus loin que leur simple établissement pour réunir 40 à 60 établissements, collecter de la donnée. Et là, je crois qu'il faut travailler un modèle de financement où il y a les établissements de santé, il y a les institutionnels, il y a les industriels, parce que les industriels ont tout à fait leur place là-dedans, et puis des acteurs comme nous, qui sommes des acteurs de soins, et qui pouvons collecter de manière automatisée les événements indésirables, la tolérance, la qualité de vie, et bien d'autres choses. Merci Guillaume, merci Isabelle, merci Claire et merci Anne-Sophie. On peut les applaudir.